T'en penses quoi du coup d'état de Pinochet en 73? Si Allende aurait continué au Chili, tu penses qu'on aurait une vraie bonne expérience socialiste? Bah Allende, le coup d'état d'Allende, ça, si c'était pas Allende, ça aurait été un autre. Parce que t'as eu la CIA. Si c'était pas Allende, ça aurait été un autre, mais bon, c'était Allende, du coup il était... Enfin, pardon, Pinochet, pardon. Si c'était pas Pinochet, ça aurait été un autre. Allende, donc c'est le mec, le président de l'époque qui était un communiste et qui s'est fait renverser par le coup d'état de Pinochet qui a été orchestré entièrement par la CIA. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'ai rien à penser, hein. C'est purement la guerre froide, hein. C'est purement les États-Unis qui font ce qu'ils veulent. Et est-ce que Allende était soutenu par l'URSS? Je sais pas, parce que Allende était plus démocrate que ce qui se passait en URSS, mais c'était la galère, hein. L'économie du Chili, soit Allende, c'était pire que le tiers-monde, hein. Du coup, euh, je pense que économiquement, ouais, il y a eu pas mal de libéralisme, mais pour moi, dans le cas du Chili, c'est pas du libéralisme, c'est du néolibéralisme. Je vais expliquer ça peut-être dans un autre live, parce que là, je pense pas que j'aurai le temps. Et du coup, c'est parti beaucoup trop loin. On a été moins touché en France par la crise avec le gaz russe grâce à nos centrales nucléaires. On produit l'énergie la moins chère d'Europe de l'Ouest. Oui, complètement. Complètement, mais si vous pensez que l'inflation en France est désastreuse, allez voir ailleurs, hein. On a eu enfin, on a énormément de chance, enfin, je sais pas, c'était de la chance, mais c'est de l'habilité. Enfin, merci De Gaulle de nous avoir en France d'avoir permis de développer le nucléaire, parce que bah du coup, et à l'inverse, tu as l'Union européenne qui considère que la France est un mauvais élève parce qu'on devrait supprimer nos centrales nucléaires. Je vous apprends rien. En gros, l'Union européenne veut qu'on soit comme l'Allemagne. L'Allemagne souffre énormément au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie, parce que eux, justement, ils ont fermé des centrales nucléaires. Du coup, ils ont été obligés de fermer des centrales à charbon. D'ouvrir des centrales à charbon. Voilà. Le protagoniste goûte au sabotage, son nom et tout document, seulement son nom, photo, histoire est effacé purement simplement. Oui. Ah, ça m'étonne pas, hein. Pas de carte universelle, pas de vie dans tout le sens du terme. Oui, c'est atroce. Ça ressemble au gaullisme ce que tu dis sur tes opinions. Oui, je suis gaulliste. Je suis très 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 gaulliste. En fait, le génie de Gaulle, ça a été de comprendre que la France est allergique à la démocratie et allergique au parlementarisme. C'est très triste de dire ça, mais les grands hommes de l'histoire de France n'ont pas acquis leur légitimité de manière démocratique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les présidents en France sont de plus en plus impopulaires? C'est parce que les grands hommes de l'histoire, encore une fois, aucun État n'échappe à sa métaphysique. De Gaulle a compris que la France avait, pour essence, la France était une monarchie. De Gaulle était un royaliste, hein. De Gaulle, c'est une famille de royalistes. Et il a compris qu'il fallait ce besoin d'homme providentiel. Les présidents successifs ont essayé d'incarner cette figure d'homme providentiel, surtout Macron. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les grands hommes en France se distinguent d'un point de vue militaire et ils confirment leur légitimité avec le référendum. Napoléon avait fait ça, Napoléon III avait fait ça, De Gaulle avait fait ça. Voilà. Donc ouais, je suis très gaulliste là pour le coup. Tu veux quitter la France à terme pour aller où? Bah, peut-être pour revenir chez moi au Maroc. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de rester en France ou pas. De toute façon, ça dépendra de beaucoup de choses. On t'inculque une manière de penser, t'apprends pas à penser par toi-même. Oui, complètement, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas changé depuis 71. En fait, on a toujours, on t'endoctrine complètement. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à la France d'être aussi rigoriste et aussi puritaine dans sa manière d'éduquer, sachant que bah faut quand même que les gens soient, faut quand même qu'on partage des idées, qu'il y ait des choses qui regroupent les gens, qui soient communs aux gens, mais à part ça, donc c'est normal dans un pays, mais bon, c'est peut-être un peu trop exagéré. Le problème de l'éducation nationale, c'est qu'il y a trop d'esprit de groupe, passé d'individualisme. Le bon élève doit obligatoirement aider le cancre qui veut rien foutre dans les travaux de groupe. Euh, ça existe partout. Tant mieux, c'est cynique de dire ça, mais tant mieux que t'as été dans des groupes où c'était toi qui faisais tout et les autres ils faisaient rien. Tant mieux que t'as vécu cette expérience au collège et au lycée, parce que tu vivras exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. L'éducation d'ailleurs c'est ça, hein. Fondamentalement, si on s'écarte du carcan français, l'éducation, euh, comment dire, si on s'écarte du carcan français, qu'on réfléchit de manière un peu universelle, l'éducation a pour vocation de t'apprendre à être un travailleur, à t'insérer dans le milieu du travail. Et du coup, t'apprends à travailler en groupe, t'apprends à synthétiser de l'information, t'apprends à détailler de l'information, t'apprends à traiter de l'information, t'apprends à faire sens avec des données qu'on te donne.
surtout quand t'es travailleur du tertiaire, bah, c'est ce que tu fais en fait. Du coup, ça, voilà, l'école, on te le dit pas, on te dit que l'école c'est fait pour t'apprendre des trucs, mais c'est faux. L'école ne t'apprend rien. De toute façon, dès que tu sors de la salle d'examen, tout ce que t'as passé la semaine à apprendre, tu l'oublies. L'éducation t'inculque une attitude, pas des connaissances. Et oui, du coup, pour le coup, le bon élève doit obligatoirement aider le cancre qui va rien foutre dans les travaux de groupe. Quand t'es un bon prof, tu arrives à régler ce genre de problème. Mais oui, c'est un problème. Alors, justement, là où je suis pas d'accord avec toi, à elle, c'est que, au contraire, je pense pas que l'école doive inculquer plus d'individualisme. Je pense que l'école doit rester dans une perspective de faire comprendre aux gens qui font partie d'un groupe. Mais l'individualisme est très nocif à une société. Bref. Tu penses qu'il reste combien de temps avant que Prigogine perde sa tête? Euh, je pense que Prigogine a des dossiers sur Poutine et c'est pour ça qu'il a. Si jamais un jour on apprend que Prigogine a une espèce de logiciel qui publie automatiquement des informations hypersensibles sur Poutine tant qu'il n'appuie pas sur un bouton tous les 2 jours, ça m'étonnerait pas que ça existe. Quel candidat tu vois pour 2027? Pronostic 2027, Édouard Philippe, Fabien Roussel. La NUPES se sera complètement explosé la gueule. Je pense que ça sera Mélenchon vu que il vieillit, je trouve qu'il vieillit assez bien, Méluche. Sinon, ça sera bon. Quatennens, c'est mort, hein. Mais voilà, je prédis que la Nupes se sera complètement explosé la gueule. À droite, bon, bien sûr, je pense que Zemmour va se représenter. Je pense que Marine Le Pen aussi, bien sûr, va se représenter. Si c'est pas Marine Le Pen, ça va être Bardella, qui est un peu plus à droite qu'elle. Je pense que le candidat macroniste va être élu, comme d'habitude. Si c'est pas, s'il y a de grandes chances que ce soit Édouard Philippe. Après, est-ce que Macron, sachant que Macron a un énorme somme envers Édouard Philippe, vu que Édouard Philippe était plus populaire que lui, est-ce qu'il va accepter de présenter? Je sais pas. En tout cas, si Édouard Philippe se présente, je pense que il peut arriver au second tour. Asselineau, il a de bons bagages en histoire, économie, diplomatie, il a du potentiel aussi. Oui, comme je disais, Asselineau, c'est un des seuls politicards que je vois comme un président. Genre, pour moi, il est présidentiable, Asselineau. Est-ce que, par contre, Asselineau, je pense qu'il risque de pas retenir ses coups quand il se retrouve devant des diplomates européens. L'éducation nationale t'inculque une manière de penser, ne t'apprend pas à penser par toi-même, du coup tu te retrouves. Oui, c'est ça. Le royalisme, ok, mais par le trône du roi ou le trône de l'empereur? Ah, ça c'est. Très bonne question. Ensuite, je réponds à ta question, Simon. Ouais. Royalisme par le trône du roi ou le trône de l'empereur, c'est une très bonne question parce que, il y a des gens. Ok, on a le roi qui est une autorité, on va dire une autorité qui fait partie de la quintessence de la France, de son histoire, de sa gloire. Parce que la France n'a jamais été glorieuse que sous la monarchie. Et il y a des gens justement qui. Napoléon, il était très populaire. Pourquoi? Parce que enfin, je considère Napoléon comme étant celui qui a consacré et prouvé la métaphysique de la France, c'est-à-dire cet attachement à l'idée d'homme providentiel. Donc, il y a des gens qui considèrent que Napoléon, contrairement à ce qu'on pense, Napoléon a été énormément enfin, dénoncé par les royalistes qui voyaient en lui un usurpateur. Et à l'inverse, il y avait beaucoup de royalistes qui lui étaient favorables parce que ils considéraient que c'était stylé d'avoir un empereur, que c'était cohérent. Du coup, ils se sont rangés du camp bonapartiste. Les bonapartistes qui sont restés très longtemps, hein. Du coup, je disais, t'as des monarchistes de l'époque qui considéraient que Napoléon c'était bien parce que du coup c'était on va dire une bonne continuité. Et t'avais des révolutionnaires qui justement ils étaient favorables aussi à Napoléon, mais parce qu'ils considéraient que c'était l'achèvement de la Révolution française. Napoléon, ça peut paraître anodin, mais c'est très symbolique, il a gardé le drapeau tricolore. Je sais que la famille d'Orléans, elle a fait pareil, mais à l'époque, c'était pas aussi convenu d'avoir une figure aussi autoritaire qui garde le drapeau français. Enfin, le tricolore, qui était un symbole de la Révolution. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été perçu. Donc, les gens qui sont royalistes ou bonapartistes, c'est pas les mêmes, hein. Le royalisme, c'est la liberté absolue dans la limite du bon sens et du respect. Au niveau. Alors, ça mérite toute une vidéo, ce que tu viens de dire, mais c'est au niveau des libertés des territoires, oui, complètement. Il y a les guerres de Vendée, le génocide vendéen, les guerres des chouanneries, globalement les soulèvements qui ont été causés en réaction à la Révolution française, c'était pas parce qu'ils ont coupé la tête du roi. Non,
C'était parce que ils considéraient que les Vendéens, par exemple, considéraient que les révolutionnaires contrevenaient à leur culture. Rien que la dissolution des parlements d'Ancien Régime, ça a été très mal vu par beaucoup. Que penses-tu de Spinoza et de son hyperdéterminisme? De mon point de vue, c'est bien plus facile d'appeler à la responsabilité individuelle plutôt que de changer les structures qui conditionnent les individus. Je n'ai jamais lu Spinoza. Euh, je sais que Spinoza était un ultra-déterministe. En gros, il considérait que c'est presque providentiel comme manière de voir les choses. Mais ouais, en gros, il considérait que telle chose est liée à telle chose et en fait, tu choisis pas ce que tu fais. Au risque d'être très cynique et au risque de paraître comme étant quelqu'un qui cherche les solutions faciles, je pense que c'est mal convenu de la part d'un être humain de réfléchir à ce genre de choses, parce que déjà on ne saura jamais, enfin le fait qu'on ne connaîtra jamais la réponse, c'est pas une raison de ne pas essayer de chercher cette réponse-là, sinon la philosophie, la science n'existerait pas. Mais je ne pense pas que ce soit inutile, je pense que c'est mal convenu parce que euh, c'est un peu l'humain qui essaie de se prendre pour Dieu. Enfin, l'humain qui essaie de réfléchir comme un divin. C'est bien plus facile d'appeler la responsabilité individuelle plutôt que de changer les structures qui conditionnent les individus. Justement, les structures qui conditionnent les individus, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que tu parles des institutions, donc de l'État, des entreprises, de tout ce qui, ce dans quoi un individu participe, se socialise? Ou alors tu parles vraiment de toutes les structures qui conditionnent l'individu, c'est-à-dire bah, la famille, le travail, l'école, tout ça. Le débat sur déterminisme ou alors liberté, en gros, que c'est toi qui te détermines toi-même, ça ne m'a jamais intéressé, hein. Est-ce que Zola était de gauche? À son époque, oui, il était considéré comme quelqu'un plutôt de gauche. Ouais. Si égalité, pas de liberté, si liberté, pas d'égalité, oui. Ça, c'est le dilemme fondamental de chaque. Le dilemme politique fondamental de chaque société, c'est entre la liberté et l'égalité. Tu peux pas lâcher une bombe pareille sans balancer ta source. Ou vérifier la supériorité en proportion des dépenses publiques US-UE. Bah attends. USA, Public Spending, Health. « 18,3% aux États-Unis par rapport au PIB. Les États-Unis dépensent 18,3% par rapport au PIB en termes de santé. Voilà, nous c'est 12%. En Allemagne c'est 12,8%. Les États-Unis dépensent plus en proportion que les pays européens dans la santé. Le problème de la santé aux États-Unis, c'est pas l'argent. L'argent il est là. C'est leur système complètement stupide d'assurance. Tant qu'on ne change pas le système débile d'assurance aux États-Unis, bah ça va jamais progresser en fait. Donc voilà, j'espère que Chesc FR, j'espère que cette réponse te satisfait. Mais ouais, voilà, il faut c'est le genre de choses où il faut, c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Si Larry Fink, Schwab ou Macron sont éligibles au paradis, je déchire ma Bible. Putain, mais Klaus Schwab, mais quel immonde ordure. Tu veux travailler dans quel secteur après les études? Conseil en affaires publiques. Je veux devenir consultant soit en affaires publiques, soit en secteur public. Les deux sont pas pareils. Mais j'aimerais bien bosser de la prestation aux collectivités. Voilà. Voilà, je pense que le libéralisme, on a fait le tour, hein. J'ai essayé de pas donner des évidences, mais voilà, j'ai essayé de donner des trucs un peu plus originaux que ce qu'on peut entendre dans un cours de philosophie politique. Alors, si je peux donner des références en termes... Alors, on va un peu explorer les bouquins. Niveau libéralisme, si je peux vous donner des références, déjà, t'as un recueil de textes de tolérance sur la tolérance de John Locke. En gros, c'est une tolérance religieuse. Voilà. Lettre sur la tolérance et autres textes. Voilà, c'est celui-ci que j'ai. Non, c'est cette édition que j'ai. Lettre sur la tolérance et autres textes. Il y a celui-ci. Ensuite, je donne les deux. Alors, celui-là, Locke est plus ancien. Locke, c'est un peu un... On va dire... il est étudié aujourd'hui en linguistique et dans plein de trucs, vu qu'il est très... Locke, il est très intéressant, mais moi, c'est pas l'auteur dont j'ai lu le plus de bouquins. Mais par contre, il y a une très bonne lecture. Non, ta gueule. Qui est considéré aujourd'hui comme la Bible du libéralisme, c'est John Stuart Mill de La Liberté.
Si tu veux, c'est vraiment une très bonne base pour commencer, pour comprendre le libéralisme. Il n'est pas très long, mais il est pas très long, mais il est dense. C'est-à-dire qu'il dit beaucoup de choses. Mill, il dit beaucoup de choses dans deux, trois phrases. Faut essayer de le suivre, mais ça se lit facilement. Vraiment, tu peux le lire en deux moods. En gros, si t'es super concentré, tu peux le lire. Et si tu veux juste lire un truc qui se lit facilement comme un petit pain, voilà, tu peux te lancer dedans. Je l'ai lu il y a très longtemps, donc je pourrais pas, je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, oui, c'est de la justification du libéralisme. En fait, c'est tout ce que je viens de vous dire. Sauf qu'encore une fois, John Stuart Mill est un libéral de gauche. Je pense qu'il était favorable au suffrage universel. J'ai bu trop de café, mes mains tremblent. Faut faire gaffe, hein, le café est une drogue. Voilà, je pense que on a tout dit. Donc le libéralisme, c'est la démocratie représentative. En gros, le libéralisme considère que les individus font preuve de raison. Donc les individus, en faisant preuve de raison, en sachant ce qui est bien pour eux, en votant, vont forcément arriver au bon choix. C'est pour ça qu'on a qu'on est une démocratie représentative et pas une démocratie tout court. Aucun pays au monde n'est une démocratie, même la Suisse n'est pas une démocratie. Même les cantons en Suisse où en gros on vote tout à main levée, non, c'est pas une démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même soumis au gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral, alors oui, il y a des référendums et tout, mais il y a des représentants. Il y a ce bouquin de la liberté, alors on a Théorie de la justice de John Rawls. Ah, mais porte jamais de béret, mec, c'est immonde, ça te va pas du tout. Mais c'est quoi cette édition? C'est quoi cette édition? Si jamais un jour j'écris un bouquin et que l'édition c'est ma photo avec un béret immonde et comme ça on dirait que et comme ça on, on dirait que on lui a dit une blague et que il comprend pas et que du coup il est trop poli pour te dire qu'il a pas compris. Alors, euh, euh, c'est ça. Si un jour je publie un bouquin et qu'on choisit cette édition-là, je vous donne l'autorisation de cramer tous les livres qui ont ma photo comme ça. Putain, le pauvre. Déjà que John Rawls, c'était un nerd, hein. Il était très introverti, il était très timide, il parlait pas aux gens, il était vraiment, c'était vraiment l'archétype du nerd, hein. C'était John Rawls.